bienvenue à tout le monde. Je ne me prétends pas spécialiste en drone. Je me permets quand même de faire une petite intervention parce que j'ai eu l'occasion, durant mes dernières activités de consultant en compatibilité électrométrique, de faire une prestation pour RTE. RTE, donc c'est le gestionnaire des lignes, gestionnaire de distribution électrique en France. Et donc, pendant fort longtemps, pour surveiller les lignes électriques, ils étaient obligés d'avoir recours à des hélicoptères. C'est très cher, très dangereux. Et depuis plusieurs années, comme la plupart des exploitants de ce genre-là, ils se sont mis à utiliser des drones pilotés par des télépilotes. Et donc, ça marche très bien, sauf que de temps en temps, il y a eu des plantages, et donc ils ont fait appel à mes services pour essayer de tenter de comprendre pourquoi il y a eu des incidents. Et donc, ça m'a obligé à savoir un petit peu dans le détail comment ça fonctionnait. Et donc, ça m'a donné une certaine expérience dont je vous fais profiter. Alors, la conférence, étant donné que les drones, c'est un vaste sujet et que le temps est limité, je vais donc essayer de limiter mon propos aux choses essentielles, mais ça sera difficile parce que je suis un petit peu bavard. Alors, je vais d'abord commencer par la chose suivante. Donc, le menu que je vous propose, c'est l'historique des drones, vous expliquer comment les drones s'inscrivent dans la longue tradition déjà maintenant des objets volants. Et il y en a beaucoup, et les drones sont des objets volants parmi d'autres. Pourquoi en ce moment il y a une effervescence sur les drones? Ça ne vient pas de rien. Je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, le principe du vol, les moteurs utilisés, les sources d'énergie, et justement pour faire prolongation de la précédente conférence, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les composants électroniques qui alimentent les drones. Et effectivement, c'est un festival de tous les composants qui puissent exister, puisqu'il y a des composants de puissance pour actionner les moteurs, il y a des composants radiofréquences pour assurer les réplications, il y a des systèmes on-chip, c'est-à-dire des processeurs, des convertisseurs, de tout ce que vous voulez pour le calcul. Vous avez du logiciel libre très souvent pour effectuer des fonctions d'asservissement et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses sur ce sujet-là. J'aborderai ensuite le principe du vol, à savoir qu'un drone, c'est très, très spécifique comme mode de fonctionnement. Donc, j'expliquerai un petit peu comment ça marche. Et aussi, un drone, ça ne peut pas fonctionner si ce n'est pas stabilisé par des capteurs. Et donc, les capteurs, c'est très intéressant. Il y en a énormément sur les drones et ils viennent pratiquement tous du monde des smartphones. Dans les smartphones, vous avez des capteurs vidéo, vous avez un GPS, vous avez des magnétomètres, vous avez des capteurs d'accélération. Ben, tout ça, on le trouve exactement sur les drones, de sorte que je peux me permettre de dire qu'un drone, c'est un smartphone qui vole. Bien entendu, donc, je donnerai quelques petits compléments d'explication sur les différents types de capteurs. Alors, on fait le distinguo, c'est un peu savant, entre les capteurs stéréoréceptifs et les capteurs prioréceptifs. Je vous expliquerai tout ça. Bien entendu, un drone, c'était commandé, donc il faut les technifications, je vous expliquerai tout ça. Et bien évidemment, un drone, c'est fait pour porter des charges utiles. Donc, il y en a toutes sortes, et je vous donnerai quelques petites informations. Et je ferai un balayage très rapide de toutes les missions qu'on confie aux drones. Elles sont très nombreuses. Et même maintenant, il y a des diversifications dans tous les sens. Donc maintenant, on sait faire voler des drones en essaim. Le dernier truc, c'est de faire des drones, d'utiliser des drones dans la création artistique. Donc, par exemple, je vous donnerai, à la fin de la petite conférence, il y aura une présentation d'une vidéo faite par un certain Raffaello D'Andrea, que je considère comme le Léonard Vinci du drone, c'est-à-dire qu'il fait à peu près tout avec. Et pour terminer, je vous donnerai quelles sont les perspectives de développement des drones. Par exemple, la grande mode actuellement, c'est de faire des drones étanches qui permettent d'aller aussi bien dans les airs que sous l'eau. Et pour terminer, je vous donnerai un petit panorama des sources d'informations sur les drones. Il y en a tellement que le plus difficile, c'est de faire le tri. Donc, l'historique des drones, bien les drones, ça date de plus d'un siècle. En fait, les premiers besoins des drones se sont fait sentir lors du premier conflit mondial. Et donc, on a cherché à cette époque-là à construire des avions cibles pour l'entraînement des pilotes de guerre. Et de nos jours, on cherche surtout à utiliser les drones pour préserver la vie des pilotes. On espère faire la guerre zéro mort et sans dégâts collatéraux. Et le chemin faisant, énormément d'autres applications sont venues, sur lesquelles on décale. Donc, les premières choses significatives, alors je vais être un petit peu chauvin,
En France, en particulier, en 1923, il y a un certain capitaine Boucher, accompagné d'un ingénieur Percheron, qui ont réussi à télécommander un avion voisin sur 100 km avec de la TSF et un régiment de composants électromécaniques disponibles à l'époque. Des moteurs électriques, des relais, des connexions, des bobines de self, un tas de machins. Et ils ont réussi, donc, comme je vous le dis, à faire un circuit complexe de 100 km. Donc, ça a bien marché. Bon, on va dire que c'était un peu un concept. Ça n'a pas eu d'application pratique. Et les drones ont encore progressé. C'est malheureusement le cas souvent lors des conflits, lors du second conflit mondial. Et par exemple, ce ne sont pas vraiment des drones, mais les V1 et les V2 ont utilisé massivement les fonctions de gyroscope et qui sont toujours utilisées dans les drones actuels. Les accélérateurs du développement des drones ont été les conflits style guerre de Corée, guerre du Vietnam, et aussi le contexte de la guerre froide, en particulier l'affaire de l'avion U-2. Alors, je vais me permettre de vous faire un petit peu de baratin. C'est nécessaire pour bien fixer les termes. Après, je vous montrerai des choses un peu plus concrètes. Donc, les drones, ça fait partie c'est une branche parmi d'autres des objets volants. Donc, commençons par les premiers objets volants qui ont donc existé. Ce sont les avions qui existent toujours. Et eux, on les caractérise par le fait qu'ils ont une voilure fixe. Et la voilure fixe, ça a des avantages et des inconvénients. Ça permet un effet de planeur. Donc, il y a une suspension par l'air et on dit qu'on a une élongation maximale. L'élongation, c'est en fait la distance maximale franchissable par un aéronef. Donc, l'avantage des avions, c'est que ça peut rester longtemps en l'air parce que ça cède par la potence de l'air. Par contre, c'est très difficile à manœuvrer. Il faut donc des dérives orientales, il faut contrôler les gaz. Et en plus, comme les avions sont sensibles au phénomène de décrochage, il y a une vitesse minimale. De sorte que pour être manœuvrant, un avion doit voler très vite. C'est la raison pour laquelle les pilotes de chasse se prennent plein de jets. Et c'est ce qui limite d'ailleurs la manœuvrabilité, c'est l'aptitude des pilotes à résister aux accélérations. Et puis en plus, pour devenir pilote d'avion, il faut un apprentissage assez long et complexe. Ensuite, vous avez des drones à voilure tournante, à pas cyclique. Ce sont en fait les hélicoptères. Alors, les hélicoptères ont deux voilures tournantes, donc la principale qui sustente, qui permet à l'hélicoptère de rester en altitude, et puis un contre-rotor pour anti-couple. Et ça permet une chose que les avions ne savent pas faire, c'est le vol stationnaire. Bon, c'est très bien tout ça, sauf que ça a un rendement très mauvais, c'est-à-dire que ça ne reste pas très longtemps en l'air parce qu'on dépense énormément d'énergie pour rester en altitude. Et en plus, la complexité mécanique, je ne vous dis pas, j'ai l'occasion de faire un petit peu d'hélicoptère, je me demande comment ça tient, tellement ça fait des vibrations. Et en plus, pour piloter ça, il faut être expert. À ma connaissance, c'est le niveau d'expertise le plus élevé dans le domaine du pilotage. Maintenant, les drones, qu'est-ce que c'est? C'est comme un hélicoptère, et l'énorme différence, c'est que la voilure tournante est à pas fixe. Et c'est très, très simple au point de vue conception. On prend un ventilateur, tout simplement, avec une très grosse puissance, et on l'oriente de telle façon qu'il y a un effet ascensionnel. Le principe du guidage des drones, le principe du pilotage, c'est de mettre un grand nombre de ventilateurs et de moduler la vitesse relative des uns par rapport aux autres. Et ça permet d'avoir une très grande manœuvrabilité. C'est ça le grand intérêt des drones, c'est la très grande manœuvrabilité. Par contre, pour avoir des drones pas chers et écologiques, on utilise l'énergie électrique pour alimenter les moteurs. Seul ennui, c'est que autant les composants électroniques ont fait des progrès absolument énormes, autant dans le domaine des réserves d'énergie style batterie, les progrès entre la batterie au plomb et le lithium-ion polymère, à la louche, il y a un facteur 10 d'amélioration en énergie massique. Par contre, en composants électroniques, ça se chiffre peut-être en l'amélioration de performance en centaines de mille. Donc, je me permets de dire tout de suite que le point bloquant du développement des drones actuellement, c'est la source d'énergie. Donc, on y reviendra un petit peu. Et maintenant, on sait faire aussi, on essaie de faire des drones qui ressemblent aux insectes, avec des ailes battantes. Et je ferai un tout petit détour sur un objet que j'aime bien qui s'appelle l'autogyre, d'autant plus que Vincent l'a très bien connu. On a eu un collègue à Catel qui était capable de fabriquer lui-même son autogyre, un certain Pierre Albouy, que je salue si jamais il est là. Pourquoi cette effervescence autour des drones? Parce que justement, les drones permettent de remplir des missions avec un faible coût d'investissement.
d'une part, et un faible coût d'usage, parce que la qualification des drones est moins élevée que celle d'un pilote. Et en plus, on ne met pas en vie la jeune d'un pilote. Et en plus aussi, on sait faire des drones minuscules, tant et si bien qu'on peut on peut accéder à des endroits inaccessibles aux engins volants classiques. On l'a déjà dit, les drones sont un festival de composants électroniques qui sont maintenant à bas coût grâce à l'énorme diffusion de ces composants. Et on peut considérer aussi, ça c'est pas tellement documenté, mais c'est que maintenant on sait faire voler des drones en essaim. Et de mon point de vue, c'est un banc d'essai intéressant pour les futurs véhicules autonomes. C'est-à-dire qu'un drone est capable de se stabiliser en 1/50e de seconde. Eh bien, c'est ce qu'on demandera comme temps de réaction aux futurs véhicules autonomes. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le développement important des drones depuis 2000, on va dire, depuis l'an 2000, c'est exactement la même ambiance qui s'était produite en France dans les années 1900. Et donc, le développement des drones est accessible à peu près à tout le monde, des conducteurs amateurs jusqu'aux grands groupes industriels du secteur civil et militaire. Alors, je vais passer rapidement là-dessus. Donc, les grands acteurs historiques des drones pour les besoins militaires, ça a été les Américains, pour des besoins militaires. Et donc, ils ont établi une certaine classification des drones qui est toujours acceptée. Donc, on parle des drones à très haute altitude, en 20 000 mètres, et très longue endurance. C'est-à-dire qu'on peut s'affranchir des limites physiologiques des pilotes. Et donc, ces avions-là peuvent voler à 20 000 d'altitude et avoir une autonomie qui dure 48 heures. Et donc, ça porte la mort. Et vous verrez le RQ-170 qui a un look assez particulier, c'est le look très typique d'un avion furtif. C'est-à-dire que la forme de l'avion n'est pas du tout arrondie, c'est un polyèdre avec des faces planes qui a la propriété, c'est bien connu en électromagnétisme, de réduire la surface équivalente radar. Ensuite, vous avez des avions qu'on appelle MAL. Ceux-là ont une autonomie d'environ 30 heures et une altitude un peu moins grande. Donc, vous observez sur un petit commentaire, si on tous fait de la même façon, ça ressemble à un avion. Ça ressemble à un avion, donc c'est un avion à voilure fixe. Vous avez en général un turbopropulseur à une hélice parce que c'est le moyen de faire une propulsion à longue portée avec le minimum d'énergie. Donc, un turbopropulseur peut maintenir l'avion en l'air pendant 40 heures, ça ne pose pas de problème. Sur le haut, vous avez un SATCOM, donc c'est un système de guidage par satellite qui est beaucoup plus fiable que le système utilisé par les drones de loisirs avec de la Wi-Fi. Donc ça, normalement, ça vous fait une télécommande à peu près blindée. Et puis en dessous, vous avez une nacelle ou un pod dans lequel vous avez des dispositifs d'observation, des désignateurs d'objectifs et éventuellement sous les ailes des gentils petits missiles pour pulvériser les adversaires. Bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous avez des drones de plus en plus petits, mais toujours sur le même principe. Ça ressemble à un avion. Vous avez toujours l'antenne de satellite et vous avez le désignateur d'objectifs, un pod, et puis dedans, vous avez des petites choses qui font mal. Et ainsi de suite, jusqu'à des mini-UAV. Et là, on commence à reconnaître des drones contemporains, en particulier, vous voyez celui-ci qui ressemble à un hélicoptère, avec même le rotor anti-couple. Et le top du top en matière de recherche, c'est d'essayer de faire des drones qui ressemblent à des insectes. Et l'objet battant, le moteur, d'après ce que je crois deviner, je n'ai pas vu, mais je pense que c'est un transducteur piézoélectrique. Voilà. Et donc, les drones actuels sont des enfants, sont des successeurs de générations anciennes de maquettes d'avions volantes. Tout à chacun, les gamins, a joué avec des petits avions qu'on pouvait piloter par des câbles. Et de nos jours, vous avez toujours des amateurs de vol radiocommandé, on peut construire soi-même son appareil, et vous avez des maquettes extraordinaires de taille énorme. J'ai vu une vidéo où vous avez vu une maquette de Concorde de 10 mètres de long. Donc, on fait un peu ce qu'on veut, et il y a toujours un grand nombre d'amateurs de ce type de vol radiocommandé. On peut considérer que ce sont les ancêtres des drones de loisirs actuels. Alors, il y a eu des tas de choses qui ont été recherchées pour optimiser le fonctionnement des avions. Parce que les avions, ça marche très bien en translation. Par contre, pour faire donc, du décollage vertical ou du vol stationnaire, ça ne marche pas. Donc, il a été inventé des espèces d'objets assez hybrides qui peuvent fonctionner plus ou moins comme un hélicoptère pour avoir un décollage vertical. Renversement, ensuite, on passe en mode translation. Et ça a fonctionné plus ou moins, mais c'est toujours resté un petit peu à l'état de concept. À ma connaissance, ça a été rarement utilisé sur les théâtres d'opération.
Cependant, c'est très intéressant que ça a été développé parce que de nos jours, vous avez des drones qui reprennent exactement ce principe-là. Il existe un modèle que je vous montre, la SkyTot, qui permet d'envoyer à 380 km de distance une charge utile de 30 kg et avec une autonomie de 3 heures. Ça ne marche pas avec des batteries. Ça. Vous avez ensuite un concept assez intéressant, c'est des convertibles à rotor basculant. Donc, c'est un peu monstrueux comme engin, c'est pas beau, mais ça a été conçu, je n'ai jamais vu, mais ça existe. Et mon petit chéri, c'est l'autogire. Alors, l'autogire, c'est un avion qui peut être poursuivi soi-même et qui a beaucoup de vertus. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, vous avez une sorte une voilure tournante à pas fixe qui fait carrément stabilisation par effet gyroscopique. On n'a pas ça sur un avion. Qu'est-ce que vous avez encore plus intéressante? Vous avez une propulsion très simple, un simple moteur à explosion, une hélice, ça pousse, ça fait un vent relatif et ça entraîne la voilure tournante et en plus, on peut l'aider au moyen d'un fusil de transmission. Enfin bref, c'est un engin qui est très intéressant, qui est utilisé un peu comme un ULM. Et je sais qu'il y a des gens qui font des photos aériennes avec ça et qui s'amusent bien. Le grand intérêt, c'est que ça décolle sur 40 mètres. Alors, des drones, il y a eu des tas de versions et je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer ces espèces de choses bizarres que j'ai trouvées dans une thèse. C'est-à-dire qu'un drone, ça dépense beaucoup d'énergie pour l'altitude qu'on souhaite. Pas de problème, on met le drone dans un canon et puis le drone est propulsé à l'altitude qu'on souhaite par un effet de voile balistique et c'est seulement en retombant qu'on met en action les hélices. Mais ça doit coûter un prix fou parce que le système fonctionne comme un hélicoptère. Quoi d'autre encore? Il existe bien entendu des drones qui vont des hélicoptères, donc avec toutes les complexités intrinsèques aux pales à pas variables, à pas cycliques, excusez-moi. Et le grand truc qui se développe actuellement, ce sont les drones sous-marins. Et donc, ça a des tas d'applications. C'est utilisé par EDF pour inspecter les barrages EDF. Ça commence à être utilisé pour inspecter les conduites d'eau. On fait de la photographie, du cinéma, tout ce qu'on veut. Et un des développements actuels des drones, ce sont les drones étanches qui peuvent aller sous l'eau et aller dans l'air. Alors, certains drones sont gracieux. Celui-là, il est magnifique. C'est un drone planeur qui est en plus construit en France par la société Dallaire. Et ça vole tout seul. Ça peut rester 100 minutes en l'air avec un moteur électrique. Alors qu'un drone classique sans aile, ça dure que 30 minutes. Et par contre, ce n'est pas le premier venu qui peut le piloter. Il faut avoir un diplôme de TI-pilote pour des scénarios S4. Alors, je vais aller très là-dessus. Comment ça marche au point de vue mécanique? Alors, la mécanique est une science achevée depuis, on va dire, le 19e siècle. Et donc, c'est une science parfaitement achevée. Il n'y a qu'à utiliser les théorèmes de mécanique pour maîtriser le fonctionnement, pour maîtriser le mouvement dans l'espace d'un drone. Donc, je vais aller très, très vite. Donc, classiquement, on distingue 6 degrés de liberté. Donc, il y a 3 degrés de liberté en translation, donc les axes X, Y et Z. Et puis, autour de ces axes, vous avez des mouvements de rotation. Alors, classiquement, ça, c'est du langage qui vient un peu de l'aviation et de la marine. Donc, le tangage, c'est le mouvement d'avant en arrière. La rotation, c'est une sorte de rotation où vous plongez et vous remontez. Et donc, ça correspond à la profondeur sur un avion. Vous avez le roulis, c'est le déplacement latéral gauche-droite. Et vous avez le lacet, c'est en quelque sorte le cap, c'est la rotation dans le sens vertical. Donc, vous avez 2 représentations qui sont complémentaires de ces références-là. Donc, c'est ce qui est utilisé par les gens qui font les études mathématiques du vol des drones. Le poste de pilotage. Alors, là, on vous montre un poste de pilotage professionnel. Donc, là-dedans, vous avez un tas de choses. Donc, ce qu'on voit là, ce sont les antennes. Et on en met le plus possible pour assurer des redondances par diversité d'espace d'antennes. On a le même principe dans les PC portables. En mettant plusieurs antennes, ça permet d'avoir un signal plus stable. Et dans le boîtier électronique, vous avez un tas de choses. Vous avez évidemment des émetteurs-récepteurs qui alimentent les antennes. Vous avez un écran tactile qui capte la vidéo, qui reproduit la vidéo qui est émise par le drone. Et vous avez des joysticks. Alors ça, je n'ai jamais piloté un de ces engins-là, mais enfin, avec 2 joysticks, vous avez donc la possibilité simultanément d'avoir 4 commandes de vol. Donc, c'est un petit réflexe, un petit apprentissage à avoir. Et justement, c'est le métier du télépilote d'actionner ces joysticks pour avoir la maîtrise totale du déplacement du drone. Alors, ce que je vous ai montré précédemment, c'est un poste de pilotage professionnel
qui est assez important. Maintenant, on fait des postes de pilotage tout à fait miniaturisés, où l'écran, c'est tout simplement l'écran d'un smartphone. Donc là, je vous montre un drone très classique de DJI et qui est utilisé par les gendarmes pour surveiller les gens qui s'arrêtent ou qui ne s'arrêtent pas au stop. Voilà. Et là, c'est un drone professionnel de chez DroneVolt. Alors, comment c'est câblé tout ça? Ce n'est pas extrêmement compliqué. Donc, la commande est faite par ce qu'on appelle une carte de contrôle. Cette carte de contrôle, vous avez des capteurs qu'on appelle proprioceptifs qui permettent en quelque sorte de stabiliser le vol au moyen de capteurs inertiels, parce qu'il faut absolument que le drone ait ses références. Et les références sont des références inertielles. Donc, sur cette carte ArduPilot, donc ça vient de Arduino, c'est une carte contrôle de vol qui est en logiciel libre. Et donc, cette carte-là reçoit des capteurs extéroréceptifs, style GPS ou autres, pour faire de la navigation précise. Et donc, le principe du vol, c'est de faire en sorte que là, vous avez un quadricoptère, donc 4 hélices, et bien, le mouvement donc du drone, le mouvement du drone est en quelque sorte commandé par la différence de vitesse des 4 hélices. Et donc, toute l'astuce, c'est d'utiliser des moteurs qui sont très performants. Ce sont des moteurs électriques à très forte puissance massique, c'est du 5 kW par kilogramme, beaucoup mieux que ce qu'on sait faire en thermique. Et le principe, c'est l'électronique de puissance, le même type que ce qu'on trouve dans les alimentations des processeurs. Donc, on crée un signal triphasé, un signal à fréquence variable, et le moteur est un moteur synchrone, et donc il rattrape le champ tournant. Et donc, par ces astuces-là, on arrive à faire changer très, très rapidement la vitesse des hélices. Donc, la source d'énergie, classiquement, c'est une batterie au lithium polymère avec des éléments à 3,7 volts. Et c'est le point faible. C'est le point faible, c'est que l'autonomie en vol est faiblarde. C'est de l'ordre de 30 minutes. Ce n'est pas terrible et c'est un point très important qu'il faut améliorer pour que les drones rendent encore plus de services. Donc, le moteur, c'est ça. Donc, le moteur, c'est tout moteur électrique comporte un stator, donc c'est la partie fixe, qui crée le champ tournant. Et vous avez la partie mobile qui tourne, qui est constellée d'aimants permanents très puissants, du même type que ceux qu'on trouve dans les bras de disques durs. Donc là, on utilise le top de ce qui se fait en matière de magnétisme. Parce que ça, on ne le dit pas assez, je suis assez ferme là-dessus. L'informatique actuelle a fait d'énormes progrès grâce au progrès des semi-conducteurs, mais aussi dans le domaine des matériaux magnétiques. Voyez un petit peu ce qui s'est passé au point de vue performance des disques durs magnétiques. Ils sont arrivés à des performances extraordinaires, tout ça parce que les chercheurs ont beaucoup travaillé sur le magnétisme. Ceci dit, le gros problème qui est à soulever, c'est l'énergie nécessaire. Eh bien, elle provient actuellement de batteries lithium polymère. Eh bien, c'est bien là le problème. C'est que, je vous donne une petite comparaison que j'ai trouvée sur un document. Vous prenez de l'essence, vous avez 47 300 kilojoules, je pense, par kilogramme. Ben, vous prenez une batterie lithium-ion, eh bien, vous avez 300 à 600 kilojoules par kilogramme. De sorte que ça vous fait un rapport de pas 100, mais presque. Vous avez un facteur 50 de différence en apport d'énergie. Et c'est le point faible. Et une des solutions qui est envisagée, c'est l'utilisation de piles à combustible, mais avec plein de problèmes. La pile à combustible a un principe qui est connu depuis 100 ans. Par contre, c'est un objet qui est en cours de mise au point depuis 100 ans et des mauvaises langues disent que c'est encore pour longtemps. Parce que, en principe, ça marche bien, mais il faut des catalyseurs utilisant du platine. Le platine, c'est un métal cher. Le platine est poisonné par l'oxyde de carbone. Les membranes qui sont utilisées, elles sont fragiles, il faut les refroidir, il faut les humidifier. Et en plus, l'hydrogène, je ne sais pas si c'est au courant, mais ça fait boum. Et donc, il faut des précautions pour le stocker. Et en plus, l'hydrogène, industriellement disponible, vient de sources carbonées. Donc, la pile à combustible, c'est une alternative prometteuse pour l'instant, mais ce n'est pas encore vraiment industriel. Je vous montrerai quand même un drone qui marche selon ce principe. Donc, le schéma bloc reprend un petit peu le câblage que je vous ai montré. Ça a l'avantage de vous montrer les liens radio. Alors, les liens radio, c'est assez intéressant. Ça utilise le même principe que le Wi-Fi. Ça utilise le Wi-Fi, et le Wi-Fi, c'est une très bonne astuce. Le Wi-Fi utilise le spectre utilisé par les fours à micro-ondes qui sont l'affectateur primaire. Et donc, là où le four à micro-ondes ne pollue pas, eh bien, le Wi-Fi s'installe. Et on peut donc télécommander les drones jusqu'à plusieurs kilomètres de distance
avec des émissions sur la bande Wi-Fi, donc la bande du fonctionnement donc du four à micro-ondes, 2G à 45. Voilà. Donc là, je passerai très rapidement. C'est pour vous dire qu'on sait modéliser avec grande précision les drones, simplement en appliquant les modèles mécaniques dont les équations sont connues depuis le 19e siècle. Et il existe des logiciels libres qui vous permettent de simuler tout ça. Donc, le logiciel libre, c'est Xcos qu'on trouve sur l'environnement Scilab. Alors, Scilab, c'est une version libre de MATLAB. Donc, je n'insiste pas trop là-dessus, mais néanmoins, ça, c'est des développements accessibles à un particulier, hein, puisque les logiciels sont libres. Alors, physiquement, ça ressemble à quoi? Donc, les puces, c'est sûrement déjà vu. Hein. Donc, les puces, ce sont des boîtiers plastiques avec des broches partout, montage en surface. Et sur une carte contrôle de vol, vous avez très souvent une unité de calcul à base de processeurs ARM. Vous avez des capteurs proprioceptifs, donc accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, et ainsi de suite, pour stabiliser le drone. Et en dessous, vous avez une carte entièrement composée de commutateurs pour créer l'alimentation des moteurs. Donc, on fait du triphasé. On utilise le même type de composants que ceux qui servent à faire fonctionner les alimentations des processeurs sur les cartes mères. Donc, vous avez des courants énormes, de 50 ampères à une vingtaine de volts. Alors, quelles sont les puces préférées des drones? Eh bien, les puces préférées des drones sont les mêmes que celles qui sont préférées dans les smartphones, à savoir qu'on cherche à avoir les performances de calcul les plus importantes pour une consommation la plus faible possible. Et le consensus actuel, c'est des variantes de cœur ARM. C'est un processeur RISC qui permet donc d'être implémenté dans n'importe quoi, Et donc, plus on en met en parallèle, plus grande est la puissance. Par exemple, j'ai un iPhone 12. Et bien, dans l'iPhone 12, il y a des cœurs ARM. Et dans n'importe quel téléphone portable, c'est plus ou moins une variante de cœur ARM. Et tout ça pour vous dire que les processeurs type Pentium, etc., qui sont très bons au point de vue performance de calcul, ne sont pas acceptables parce qu'ils consomment trop. Ce qui est un peu embêtant, c'est que le nombre de fournisseurs de processeurs est faible. Hein. ARM, c'est un seul. C'est monofournisseur. Par contre, pour ce qui est des capteurs, c'est ça qui est intéressant. Il y a des fournisseurs un peu partout. Et en France, vous avez, par exemple, pour les capteurs magnétiques, Crocus Technologies, parce que vous avez pas mal de recherches en France sur les capteurs. Alors, l'essence des drones. Alors, il faut bien comprendre que la stabilisation du mouvement d'un drone, c'est assez complexe. Et ça se fait sur 2 échelles de temps. Donc, vous avez une échelle de temps très rapide qui permet de stabiliser la trajectoire du drone, parce qu'un drone, c'est naturellement instable. Et grâce aux asservissements, on arrive à transformer quelque chose de très instable en quelque chose de très stable. Mais il faut que l'échelle de temps soit d'une centième de seconde. Et donc, on utilise ce qu'on appelle des capteurs proprioceptifs. Donc, ce sont des capteurs qui permettent d'utiliser une référence interne. Une référence interne, ce sont des capteurs inertiels. Et exactement comme nous, humains, notre capteur proprioceptif, c'est l'oreille interne qui donne le son d'équilibre. Le son d'équilibre pour les drones, ce sont les capteurs proprioceptifs du style accéléromètre, gyroscope, et ainsi de suite. Et les capteurs extéroceptifs, ce sont des capteurs qui exploitent des signaux de référence externes. Donc, le prototype du capteur extéroceptif, c'est toutes les déclinaisons de série de GPS. Vous avez aussi des capteurs d'aptitude, donc des baromètres. On trouve exactement les mêmes dans les smartphones. Vous avez des capteurs électriques pour savoir quelle est la tension et le courant qui appuie dans la batterie. Des capteurs électromagnétiques, c'est tout ce qui est antenne, d'émission, réception. Des capteurs optiques, et ça, les capteurs optiques, c'est très intéressant pour faire du pilotage dans un lieu fermé, c'est-à-dire un lieu où le signal GPS ne peut pas rentrer. Donc, les capteurs optiques, par des notions de contraste, etc., et d'intelligence artificielle, arrivent à faire un certain guidage et au moins d'obtenir un point fixe pour un drone. Vous avez aussi des capteurs d'ultrasons pour les mesures de faible altitude et les évitements d'obstacles. Et bien évidemment, les charges utiles sont très souvent des capteurs de tout type. Donc, des capteurs multispectraux pour le visible, pour l'infrarouge, pour l'ultraviolet, je ne sais pas trop, électromagnétique, nucléaire, ce que vous voulez. Donc, les capteurs proprioceptifs, j'insiste un petit peu, ça a été beaucoup développé pour les militaires, parce que les militaires, ils n'aiment pas qu'on brouille leur liaison. Donc, un drone qui est en train d'aller chercher sa cible, on fait en sorte qu'il ait le minimum de liaison qui lui soit nécessaire. Et donc, il se débrouille avec ses propres références. Et donc, on prend des centrales inertielles. Et très récemment, on a introduit les gyrolasers qui utilisent l'effet Sagnac. Donc, tout ça, c'est du très haut de gamme quand on n'a pas d'autres capteurs que les capteurs proprioceptifs. Voilà.
Et pour avoir un guidage précis, donc, il faut utiliser des capteurs électroréceptifs que sont les signaux GPS. Alors maintenant, on regroupe ça sous l'appellation GNSS. Et sachez que maintenant, le Galileo a fini par tomber en marche, de sorte qu'avec ce Galileo, on peut avoir des indications précises maintenant d'altitude. Problème, et ça correspond un tout petit peu à l'expérience que j'ai eue, le gros problème du GPS, c'est que sa précision ultime est de 3 mètres, à cause en particulier des perturbations du trajet des signaux GPS par l'effet ionosphère. Et donc, si vous mettez la main au portefeuille, vous avez droit à un système de correction du GPS qu'on appelle le RTK, Real Time Kinematic, qui vous permet d'avoir une précision pratiquement centimétrique. Je sais que chez RTE, enfin chez EDF, on arrive à mesurer la déformation des barrages par ce système-là. Vous avez aussi l'induction magnétique. L'induction magnétique, ça permet d'avoir une direction de départ. Et vous avez un festival de phénomènes qui permettent d'avoir une fonction magnétomètre. Vous avez l'effet Hall, qui est beaucoup utilisé pour les capteurs bas de gamme. Vous avez la magnétorésistance, et pour les systèmes haut de gamme, même qu'on se souvient dans le temps, vous avez le FluidGate, 22 flux, qui vous permet d'avoir des mesures. Donc, un petit aperçu rapide des capteurs qu'on met dans un drone. Donc là, vous avez un drone Parrot. Donc Parrot, c'était à un moment le principal fabricant de drones. C'est un acteur français qui malheureusement a un peu perdu la main à cause du marché, à cause des concurrents chinois. Néanmoins, ils se sont convertis dans le professionnel. Et donc là, vous avez les spécifications donc des capteurs qu'on trouve dans un drone professionnel. Eh ben, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, je pense que c'est des capteurs un peu plus performants que ceux qu'on trouve dans les drones. C'est des capteurs haut de gamme. Enfin, vous pourrez voir que c'est la bonne performance, et en particulier l'accéléromètre, vous voyez, il est capable d'envoyer ces mesures à une fréquence de 1 kHz. Ça permet donc d'avoir des très, très bonnes précisions d'asservissement. Donc, la grande mode actuellement, ça c'est encore des astuces de logiciel, c'est qu'on fait en sorte que les capteurs proprioceptifs soient corrigés par les capteurs extéroréceptifs et vice-versa. C'est-à-dire qu'on appelle ça l'hybridation, c'est-à-dire que les proprioceptifs et les hétéroréceptifs se corrigent mutuellement par des couches logicielles. Voilà. Et donc, il y a plein de littérature là-dessus, ça donne lieu à des tas de thèses, et ainsi de suite. Donc, je vous passe les détails. Donc, ça ressemble à ça maintenant. C'est tout petit. Donc, c'est un petit bout de carte qui vous permet d'avoir toutes les informations nécessaires pour le pilotage d'un drone. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que dans mon boulot, justement, on m'a demandé pourquoi les drones se plantaient. On a été assez rapidement convaincus que c'était dû à des mauvaises informations au départ. Parce qu'un drone, au départ, ne peut pas utiliser le GPS, parce qu'un GPS ne peut fonctionner que s'il y a eu plusieurs mesures au préalable. Donc, la seule référence qui donne toujours une direction, c'est la boussole. L'ennui, c'est que dans un centre de distribution électrique, vous avez des transformateurs qui pèsent 100 tonnes, et quand vous êtes autour, c'est ce qu'on voit ici, hard-iron distorsion, soft-iron, vous voyez que le champ est déformé. D'autre part, il est très fort courant qui induit des champs magnétiques importants, tant et si bien que dans un centre d'interconnexion d'EDF, eh bien, vous avez des champs magnétiques qui sont inexploitables. Les champs magnétiques terrestres sont inexploitables, de sorte qu'un drone qui décolle là-dedans, eh bien, il se plante. Et c'est bien connu des amateurs de drones, ils disent tout. J'ai vu à de nombreuses reprises sur les forums qu'il faut s'éloigner au maximum de tout ce qui est influence magnétique. Et j'ai trouvé une petite thèse, je crois que c'est une thèse, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé une thèse, justement, quelles sont les amplitudes des fluctuations du champ magnétique terrestre. Eh bien, c'est carrément l'amplitude du champ magnétique terrestre. Ça, ce sont des relevés qui ont été faits dans un pont en fer qui surplombe une ligne de chemin de fer. On voit le 50 Hz, on voit des fluctuations importantes. Et donc, le pauvre drone se perd et se plante. Vous avez aussi d'autres perturbations. Par exemple, le métro qui est alimenté en continu, les lignes de chemin de fer alimentées en 1500 volts. Vous avez aussi les usines de production d'aluminium avec 600 mA dedans. Donc, attention au décollage des drones en présence de perturbations de champ magnétique terrestre. Et donc, en intérieur, qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution? Il faut savoir que les capteurs de positionnement extéroréceptifs GPS ne marchent pas, que l'héliomètre risque d'être perturbé. Donc, la seule chose qui soit possible, c'est le vol à vue. Donc, le vol à vue. Et en plus, il faut utiliser les moyens optiques. Donc, on éclaire par les diodes infrarouges, on met des capteurs qui sont capables d'analyser les contrastes, on met l'intelligence artificielle et on est capable de stabiliser correctement dans des locaux fermés. Alors, un transparent que j'aime bien, c'est la comparaison des drones et des smartphones.
Donc, je me répète, un drone, c'est un smartphone qui vole. Donc, vous avez à peu près les mêmes capteurs. Au point de vue radio, vous avez presque la même chose, hein, sauf que les drones utilisent uniquement pratiquement le Wi-Fi, le 433 MHz, alors que les smartphones utilisent non seulement le Wi-Fi, le Bluetooth que vous voulez, mais aussi tout le spectre radio affecté aux radiocations. Donc, la gamme de fréquence va quand même de 900 MHz à 2,6 GHz. Les sources d'énergie, pour les drones, c'est les batteries, c'est les piles à combustible, les carburants pétroliers, alors que pour les smartphones, pour l'instant, c'est un point faible, c'est uniquement les batteries, recharge manuelle, bon, pourquoi pas, mais pour l'instant, la source d'énergie, c'est vraiment le problème. Alors maintenant, quelques aperçus sur les missions. Donc, une des missions, d'ailleurs, qui a travaillé un moment à l'ENSAT, c'est l'agriculture de précision. Donc, un drone, c'est un porte-capteur, donc on peut mettre des capteurs du style caméra multispectrale. Ça permet d'avoir des informations sur le stress hydrique, l'état de vigueur des cultures, la détection de mauvaises herbes. Et en plus, les dernières versions de drones, les gros, sont capables de faire des pulvérisations de produits phytosanitaires, même d'engrais. Pourquoi pas? Pour les missions de surveillance, ça c'est génial comme idée. Eh bien, on reproduit le principe du ballon captif. Donc, le drone, il peut rester comme ça des heures et des heures en l'air parce qu'il est télémonté par un câble d'énergie. Voilà. Et puis, avec toutes les ressources de la conversion d'énergie, rien n'empêche d'avoir une alimentation haute tension. Alors, quels sont les acteurs français dans les drones? Alors, vous avez, c'est limitatif, hein, vous avez trois pôles de compétitivité principaux. Donc, vous avez la région parisienne, avec beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui se sont impliqués là-dedans. Vous avez la région de Bordeaux, qu'on appelle l'aérospace Valais, et vous avez le pôle Lyon, Grenoble et ainsi de suite. Et donc, avec tout ça, vous avez en France un gros acteur qui reste, c'est Parrot, et un tas de PME. Et celle avec laquelle j'avais travaillé à l'époque pour le compte de RTE, c'est Aera Access. Aera Access, c'est une boîte qui compte que 10 personnes, mais eux, ils font des drones sur mesure. Et donc, RTE leur a demandé un drone capable de résister au toucher d'une mine à 300 kW. Bon. Et depuis très peu de temps, j'ai été mis au courant qu'il y avait des acteurs lyonnais dans les environs, dans les drones. Donc, vous avez sur Anticipa une entité qui s'appelle Centre technologique Drone Ouest. Bon, ce n'est pas là qu'on fabrique les drones, mais c'est là qu'on donne des facilités pour les développeurs. Donc, vous avez des locaux, vous avez une piste d'aviation, vous avez toutes sortes de facilités pour ceux qui voudraient se mettre dans ce métier-là. Et j'ai observé que sur Plégain, il y avait une petite entreprise qui s'appelle Brest Mapping qui fait des prestations dans le domaine du drone. Ils ne construisent pas de drone, mais ils font des prestations du style photographier des maisons avant et après travaux, toutes sortes de mesures pour les municipalités. Acteurs européens dans les drones. Alors, il y en a énormément. Donc, j'ai fait une sélection. Et le drone que je voudrais acheter, si jamais j'en achèterais un, ça serait celui-ci. Parce que l'avantage qu'il a, ce drone, c'est qu'il a les avantages d'un avion. On voit très bien sa valeur fixe. Les avantages d'un drone, c'est-à-dire que vous avez 4 rotors basculants qui vous permettent, dans cette position-là, de faire un décollage vertical. Vous faites tourner les moteurs de façon à ce que le flux d'air soit horizontal et vous avez un vol en translation et vous avez un avion. Donc, ça, c'est génial, hein, le rotor basculant. Et donc, c'est Germain Drone qui a inventé ça. Moi, je trouve ça génial. Alors, en Angleterre, c'est modeste. Hein. En Angleterre, je n'ai pas trouvé grand-chose parce que l'Angleterre, c'est un petit peu le porte-avions des États-Unis. Donc, ils travaillent beaucoup avec les États-Unis. En Italie, vous avez Leonardo, qui est le Thales donc, italien, qui fait des choses. Hein. Il participe au programme européen du démonstrateur de drones militaires furtifs qui s'appelle Neuron. J'ai regardé le site, ils travaillent là-dessus depuis 20 ans. Bon, pourquoi pas. Chez nos amis belges, eh bien, ils font les choses bien. Hein. Il y a un drone homologué par DGAC avec 12 hélices. En fait, vous avez 6 groupes, excusez-moi, vous avez 6 groupes d'hélices contra-rotatives qui vous permettent d'emporter 12 kg. 12 kg, et en général, la charge utile, ce sont des caméras haut de gamme multispectrales pour en particulier les besoins d'agriculture. Et en Suisse, c'est très intéressant. En Suisse, vous avez pas mal d'écoles d'ingénieurs de haut niveau. Vous avez en particulier l'EPFL, l'ETH, et qui a donné lieu à pas mal de spin-offs, donc des sociétés qui industrialisent la recherche universitaire. Et ils ont un très bon niveau en Suisse. C'est remarquable.
Alors en Chine, alors les acteurs asiatiques, évidemment, on n'y peut rien. Donc le leader mondial, c'est DJI, et ils méritent leur place parce qu'ils arrivent à couvrir à peu près tous les segments, sauf le militaire. Donc, et en plus, c'est plus des copieurs intelligents. On sait très bien, maintenant, la Chine est en tête dans certains domaines, la 5G, l'intelligence artificielle, et ainsi de suite. Et donc, la Chine, enfin, les gens de DJI savent utiliser l'intelligence artificielle pour le positionnement par les moyens optiques. Et ils savent aussi intégrer les meilleures charges utiles pour la photographie, comme Hasselblad pour les appareils photo. Ils savent intégrer la technologie GPS centimétrique. Et en plus, il y a pour tous les gammes, pour tous les prix, je veux dire. C'est-à-dire, vous avez par exemple la gamme Mavic avec des modèles d'entrée de gamme jusqu'au modèle expert. Vous avez le modèle Phantom qui permet en particulier Active Track, ça vous permet de suivre une personne qui se déplace. Et vous avez Inspire, c'est pour tous les professionnels de l'image. Alors au Japon, je n'ai pas trop noté que vous avez une ribambelle de fabricants. En Corée du Sud, puisqu'ils se sentent un petit peu en danger par rapport à leurs voisins, ils ont inventé, enfin ils ont mis au point un drone militaire qui a tout à fait le look d'un drone américain. Ailleurs, ça c'est extraordinaire. Kalachnikov, eh ben, c'est des méchants. Hein. Ils ont inventé un drone missile explosif. Donc le drone est une bombe. Donc c'est un drone à usage unique. Pour ça que j'appellerais plutôt missile. Bon, l'Inde, ils ne sont pas très en bon terme avec le Pakistan, donc ils ont développé leur drone. Israël, même problème avec les voisins, donc ils ont leur drone. Et au Brésil, ils ont aussi un drone. Ils ont fait un Geofly, c'est une entreprise de fabrication de drones qui est un peu soutenue par le gouvernement brésilien pour avoir une industrie locale. Et donc là, il faut un drone professionnel. Alors, je vous parlais tout à l'heure de source d'énergie à pile à hydrogène. Donc là, vous avez une pile à hydrogène qui arrive à soulever 5 kg et qui arrive surtout, c'est ça qui est intéressant, à avoir une durée de vol de 120 minutes, alors que la durée de vol typique d'un drone alimenté par des batteries lithium-ion, c'est 30 minutes. Là, vous multipliez d'un facteur 4 la durée de vol maximum. Par contre, c'est un petit peu lourdingue, l'hydrogène. C'est un peu expérimental, mais ça existe. Donc, les métiers autour du drone, ben, il y en a pas mal qui sont développés. Hein. Donc, vous avez la formation de télépilote, vous avez télépilote pour faire de la télévision, vous avez télépilote utilisé par les entreprises, comme par exemple pour RTE. RTE, c'est presque par centaines que maintenant il va y avoir des télépilotes hein, pour surveiller toutes les lignes électriques. Vous avez maintenant dans le spectacle des courses de drones, vous avez des démonstrations. Donc, Céline Dion, dans le domaine des effets spéciaux, bénéficie de constellation de drones. Les gendarmeries, ben, pour vous piéger, hein, si vous n'arrêtez pas au stop, ben, c'est vu d'en haut. Vous avez la défense, bien entendu, c'est le métier historique. Et vous avez, bien entendu, dans les métiers autour du drone, tout ce qui est conception, recherche, fabrication, maintenance. Et vous avez aussi la commercialisation, la location, les prestations diverses. Donc, le drone, ça commence à employer du monde. Bon, apprendre à piloter un drone, je n'insiste pas trop. Hein, donc, vous avez des formations théoriques, vous avez des écoles pour ça, vous avez des bouquins. Bon, il n'y a qu'à. Hein. Et sachez que piloter un drone, c'est beaucoup moins complexe que d'apprendre à piloter un hélicoptère. Hein. Là, c'est très complexe. La réglementation, ça change tout le temps. Puis en plus, je ne suis pas très spécialiste. La seule chose que je sache, hein, c'est que quand on n'est pas un pilote professionnel, eh bien, il est interdit, oui, il est interdit je vais y arriver. Oui, quand vous êtes seulement un pilote amateur, eh bien, le vol sans visibilité aux instruments est interdit. Hein. Donc, il faut toujours que le pilote ait en vue son engin. Et en plus, la hauteur maximale qu'on peut atteindre, c'est 50 mètres. Donc, c'est expliqué ici. Donc, un amateur a le droit d'élever son drone jusqu'à 150 mètres d'altitude et il n'a pas le droit de l'éloigner de plus de 200 mètres. Bon, bien évidemment, sur Internet, on voit des tas de gens qui s'amusent à faire monter leur drone au-dessus des nuages, à les faire passer dans un endroit pas possible, mais normalement, un télépilote amateur n'a pas le droit de faire autre chose que ce qui est marqué dans les scénarios S1. Alors, les professionnels font un peu ce qu'ils veulent, dans la mesure où ils déposent un plan de vol et ainsi de suite. Et bien entendu, dans ce qu'on respecte tout un tas de critères, des couleurs aériennes, des servitudes pour les militaires, pour les aérodromes. Un professionnel, justement, connaît les contraintes. Alors maintenant, il y a des tas de développements qui sont faits. En particulier, maintenant, on sait faire des vols de drones autonomes. Alors, autonome, ça veut dire qu'à la limite, ils ne sont pas autopilotés. Ils ne sont pas pilotés de l'extérieur, ils s'autopilotent et ça ressemble un petit peu à une formation de banc de poisson.
certainement déjà vu des photos, des images sous-marines de bancs de harengs. Ils bougent tous en même temps. Eh bien, on sait faire ça maintenant. Hein. Et donc, ce sont en fait des prémices de l'intelligence artificielle qui animera les flottes de véhicules autonomes. De même, et tout ça, c'est fait sous Ubuntu, parce que j'utilise Ubuntu, donc je connais très bien. Tout ça, c'est développé en logiciel libre. Alors, vous avez des tas de rapprochements bizarres. Vous avez des gens qui ont réussi à faire une analogie entre un groupe de drones et des Lego. Donc là, vous voyez la console de pilotage, et en fait, la formation de drones reproduit l'emplacement des drones sur la maquette Lego. Bon, c'est amusant. C'est un essai de style. Alors là, normalement, ça devrait marcher. Alors, soyons patients. Donc là, vous avez une image GIF animée. Et donc là, ça, c'était conçu par un certain monsieur dont je vous parlerai abondamment, qui s'appelle Raffaello D'Andrea. Et d'ailleurs, à la fin de l'exposé, il y aura une vidéo qui montre un petit peu ses œuvres. Et donc, ce monsieur-là, je vous dis, il a un CV qui fait 10 pages. Et donc, il a inventé différents concepts, il a créé des entreprises, et il se lance dans le spectacle, dans l'art contemporain. Et donc là, vous voyez des abat-jours, c'est comme ça que je les appelle, qui montent et qui descendent. Et ils reproduisent le mouvement d'une personne qui est dans le fond. On ne la voit pas très bien, mais quand il monte, ça monte. Quand il descend, ça descend. Voilà. Donc, c'est très amusant. Et donc, maintenant, vous avez des drones qui collaborent au spectacle, comme par exemple chez Céline Dion, Cirque du Soleil, et ainsi de suite. Voilà. Vous avez aussi, depuis pas mal de temps, depuis une dizaine d'années, des compétitions de drones en extérieur. Et les pays arabes riches, les Émirats arabes, sont très, très amateurs de cela. Donc, ils ont construit carrément des stades, des pistes. Et le jour, ça ressemble à ça. Et la nuit, ça ressemble à ça. Donc, là, vous voyez ça sur YouTube. Vous voyez des compétitions où les drones vont à une vitesse folle, 100 km à l'heure, avec des accélérations de fou et en immersion. Donc, on appelle ça du pilotage FPV. FPV. Je vous montrerai plus en détail à quoi ça ressemble. Donc, justement, les drones de course, ça ressemble à ça. C'est moche comme tout. C'est un look assez agressif. Et donc, pour pouvoir avoir une réactivité optimale, eh bien, carrément, c'est un petit peu comme pour les pilotes de chasse, eh bien, on chausse un casque dans lequel on met un écran qui reproduit l'image captée par la caméra. Et ça vous permet d'avoir une réactivité optimale. Et là, autant le drone est moche, autant le casque est inquiétant. Là, on voit les antennes. C'est vraiment très inquiétant. Et ça vous permet d'avoir des réactivités importantes. Et s'il y avait des pilotes humains là-dedans, ils seraient morts. Il y a des jets à n'en plus finir. Et donc, ça, c'est un sport maintenant pratiquement professionnel. Les courses de drone, on en voit plein sur YouTube. Alors, Raffaello D'Andrea. Alors là, je vous ai mis, à titre de plaisanterie, le début de son CV. C'est le début de son CV. Donc, Raffaello D'Andrea, c'est un petit peu le Léonard de Vinci du drone. Donc, c'est un enseignant à l'ETH de Zurich. Donc, l'ETH de Zurich, c'est un institut polytechnique où je crois que Einstein avait traîné ses guêtres dans le temps. Et donc, ce gars-là fait l'enseignement de la recherche, du développement et il conçoit des drones. Donc, en voici un assez bizarre. J'appelle ça drone isotrope. Je ne sais pas comment le désigner autrement. C'est un drone, c'est-à-dire vous le positionnez dans une orientation fixe et puis il est capable de se translater sans avoir besoin de changer d'orientation. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un avion. Un avion est forcément obligé de saigner dans le sens dans lequel il se dirige. Alors que cet engin-là, il se déplace dans le sens que vous voulez en gardant son orientation primitive. Bon, c'est un exercice de style pour montrer les capacités qu'on est capable d'avoir avec ces drones. Voici une capture d'écran de la vidéo qui vous sera présentée. Et donc, il y a des tas de choses qui sont faites. Donc, monsieur Raffaello D'Andrea pose un moment un verre sur un drone et s'amuse à le faire virevolter. Et le verre reste tout le temps rempli. De même, à un moment ou à un autre, il s'amuse à jouer au ping-pong avec, à la balle. Et c'est le drone qui renvoie la balle. Tout ça, bien entendu, grâce à des algorithmes parfaitement maîtrisés et un pilotage optimisé. Ce n'est pas qu'un drone du commerce qu'on sait le faire. Donc, les drones pour joujou, donc on en trouve pour 200 €, c'est quand même pas un prix énorme, avec lequel on se fait plaisir. Donc, c'est du style, on peut rentrer à 100 à l'heure, non, peut-être pas, j'exagère. On peut rentrer à 30 km à l'heure par les portes, on peut passer entre les arbres, on passe sous les ponts, on passe sous les escaliers, on fait joujou, et ça fait des sacrées impressions. Donc, on a vraiment l'impression d'être un oiseau.
et c'est extrêmement amusant. Et donc, pourquoi pas. Donc, maintenant, on sait faire des petits drones de loisirs. Hein, ça tient dans la main et ça ne coûte pas cher. Et ça sert surtout pour faire des courses à l'intérieur. Hein. Ça se fait beaucoup. Donc, ça, c'est un des développements des drones, des tout petits drones. Et puis, chez les militaires, vous avez des énormes drones. Donc, voici un drone qui n'est pas gentil, qui est capable de vous lancer des bombes à guidage laser, des missiles, qui fait quand même 20 mètres d'envergure, qui pèse 4 tonnes, qui peut rester 42 heures en vol. Et bon, la propulsion n'est pas très rapide, mais c'est pour économiser le carburant. La propulsion se fait à 480 km à l'heure. Et cet engin-là, il est vieux. Il a été conçu il a volé en 2001 et il existe toujours. Et ça s'achète pour la modique somme de, on va dire, 15 millions de dollars. Voilà. Et puis, chez les militaires, bon, ben, les besoins, enfin, la fonction crée l'objet, le besoin crée l'objet. Maintenant, on fait des flottes de nanodrones. Ce n'est même plus du microdrone, c'est du nanodrone. Alors, regarde les spécifications. Donc, c'est en carbone. Ce n'est pas un drone classique, c'est un mini-hélicoptère. C'est formidable, ça. Et pourquoi un mini-hélicoptère? Parce que ça permet d'avoir une vitesse de rotation des pales relativement faible, à différence des drones qui font un bruit infernal. Donc, ce drone-là fonctionne comme un hélicoptère, donc vitesse de rotation des pales relativement faible, de sorte que vous avez une signature acoustique très faible. Donc, ça permet de surveiller discrètement le champ de tir, enfin le terrain d'expérience. Donc, je vous dis, ça pèse 33 grammes. Là-dedans, vous avez une caméra infrarouge, donc ça vous permet de détecter les ennemis pendant la nuit. Signature acoustique très faible, ça permet d'avoir une navigation de 2 km, donc ça peut voir 2 km autour de chez vous, vitesse 10 km à l'heure, et liaison radio cryptée, blindée, donc c'est un petit bijou. Hein. C'est un petit bijou, alors je ne sais plus qui le fait, toujours est-il que la caméra, c'est FLIR, hein. C'est FLIR qui le fait. Voilà. Un petit chef-d'œuvre de la société Airbus. Alors, Airbus a conçu carrément un drone stratosphérique, un île solaire. Donc, l'idée, c'est de prendre un planeur extrêmement optimisé au point de vue rapport masse-surface à l'air. Donc, vous avez une surface à l'air importante qui est bardée de capteurs solaires, donc qui actionnent des moteurs électriques. Et donc, tout ça, ça fait monter l'objet à 25 km d'altitude. Où est-ce que c'est marqué? 25 km d'altitude. Et ça peut rester en l'air pendant 25 jours. 25 jours. Et pendant la nuit, il y a des batteries qui permettent de maintenir un minimum de vitesse pour que ça ne descende pas trop. Alors, l'idée qui était derrière, c'est de pouvoir faire des relais hertziens avec grande couverture radioélectrique de façon à desservir les régions sans infrastructure de télécommunications, en télécom, en Internet, et ainsi de suite. Donc, c'est un projet qui a été développé dans la fin des années 2010. Je ne sais pas où c'en est. Bien entendu, les taxis, donc il y a des tas de projets qui sont en cours. En voici un qui me semble assez intéressant. Donc, c'est un drone avec quatre bras portant donc 8 moteurs électriques contre-rotatifs. Et effectivement, une autonomie d'une demi-heure, c'est un petit peu juste. Donc, pour ce faire, ils prennent des moteurs classiques à explosion avec du carburant. Et puis, vous avez en fait une propulsion électrique, mais avec une source d'énergie, avec un moteur qui alimente un alternateur. C'est tout bêtement ça. C'est censé emporter 2 passagers et c'est vendu pour un modique somme de 200 000 €. Bon, bien entendu, ça, les gendarmes, maintenant, ils s'y sont mis. Hein. Donc là, c'est mission de protection de sites sensibles, par la gendarmerie. Donc, vous avez le télépilote qui est ici, et puis vous avez l'assistant qui lance le drone à la main. Ça, c'est pas mal aussi comme idée. Ça, c'est encore Airbus qui a fait ça. Donc, Airbus a suscité, a financé le développement de la société Donecle. Et l'idée, c'est une flotte de plusieurs drones, il y en a 6, qui fonctionnent ensemble et qui prennent en photo sur toutes les coutures les gros avions, en particulier les Airbus A380, parce que vous savez qu'un avion se prend des coups de foudre. Il en prend 5 coups directs par an. Et un coup de foudre sur un avion, j'ai déjà vu, c'est une rafale de mitraillettes. À cause des airs successifs, eh ben, il faut y voir ces trous-là. Vous avez des rivets qui sautent, vous avez des impacts de tout ce que vous voulez. Et donc, ça vous fait une reconnaissance automatique de tous les défauts. Voilà. C'est beau, ça. Voilà. Alors, vous avez encore Airbus qui fait des drones donc, professionnels. Des drones. Alors, les drones professionnels, on leur demande d'avoir une grande élongation, une autonomie plus grande que 30 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on reprend des structures du type avion avec la voilure fixe. Et donc, ça permet d'avoir des missions qui durent 3 heures
ça permet quand même d'aller à 100 km à l'heure, d'aller à 3000 mètres d'altitude et d'aller à 50 km de distance. Donc, c'est des drones professionnels qui coûtent un petit peu cher. Alors, certains, celui-ci est lancé par une catapulte, carrément, et celui-ci est lancé à la main. Et le poste de pilotage de toute beauté, ça fait rêver. Très joli. Alors, c'est des drones, c'est un petit peu mon métier. Donc, les drones, normalement, doivent, pour être commercialisés, porter le marquage CE. Donc, le marquage CE, ça implique des performances CEM minimales. Alors, CEM, c'est quoi? Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. C'est une attitude à ne pas trop perturber et à ne pas être perturbé. Donc, c'est l'immunité. Donc, évidemment, les drones, il ne faut pas trop s'approcher des niveaux de tension, parce que si on s'approche de trop, eh bien, on a des phénomènes d'arc grêle. Et dans les minutes que j'ai vues, ben, ça peut conduire à réinitialiser le drone. Et le drone, pendant qu'il se réinitialise, eh bien, il ne contrôle plus, il tombe. Alors, en général, il tombe bien. Les expériences que j'ai eues sont bien terminées. On remplace les pales d'hélice qui sont cassées et ça retourne. De même, j'ai vu sur YouTube des gens qui s'amusent à approcher les relais de téléphone portable. Évidemment, on dépasse facilement le champ maximal pour lequel c'est garanti. On dépasse facilement 10 volts par mètre. Et je me suis aussi intéressé aux fours à micro-ondes. Dans les fours à micro-ondes, c'est rigolo. Ça marche avec un redressement mono-alternance. Ils ont une signature très caractéristique. On voit, en fonction du temps, des pulses séparés de 20 millisecondes. Et il faut que les drones arrivent à résister à ce champ-là. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse d'incident parce qu'effectivement, ça ne vient pas trop l'idée de mettre en plein champ un four à micro-ondes. En règle générale, il y a une distance suffisante entre les fours à micro-ondes et les drones, mais on ne sait jamais. Il pourrait y avoir un problème un jour. Drone et sécurité, donc bien évidemment, il faut faire attention à l'autonomie de la batterie. Donc, c'est quand même bien foutu. En général, quand la batterie est trop basse, eh bien, vous avez une fonction RTH qui se met en route. Donc, retourne to the home. Donc, grâce au GPS, le drone est capable, en autonome, de revenir chez lui. Bien évidemment, quand on est sérieux, on regarde la météo locale parce que les drones ne peuvent pas résister à des vents trop forts. De même, on évite de passer trop près des rémetteurs de radio, etc. Et donc, pour ce faire, vous avez un site internet qui est vachement bien, qui s'appelle Carte Radio. Puis, bien entendu, il faut lire les notices. Et dans les notices, on vous explique qu'il faut faire très attention au démarrage du drone de loin de masse magnétique. Donc, et en plus, les drones bien fichus ont un système, grâce à la fusion de données, qui permet de voir si le champ magnétique est bien celui qui est attendu. Voilà. Et bien entendu aussi, la sécurité des drones repose sur la bonne formation des pilotes. Voilà. Donc, bon, ça, vous en doutez un petit peu. Donc, avec les drones, on fait avancer des tas de choses sur la science. Donc, on peut surveiller les glaciers, on peut faire la recherche archéologique, on peut mesurer des rayonnements de toutes sortes, la contamination nucléaire. On fait des tas de choses. On en invente tous les jours. Alors, perspective de développement, là, je suis presque arrivé à la fin. Donc, perspective de développement, eh bien, on cherche à faire des drones plus petits pour explorer les petits volumes, mais aussi pour la beauté de la science. On essaie de faire le vol battu des insectes. Pour l'instant, ça ne marche pas terrible, mais il y a des études qui sont faites. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à alimenter des micro-drones par des lasers. C'est-à-dire qu'on prend un laser assez puissant, on illumine le micro-drone, et sur le micro-drone, vous avez des piles photovoltaïques, ce qui fait qu'on arrive à alimenter par un support non physique le drone. Alors peut-être qu'un jour, on saura faire ça, des drones qui restent un temps indéfini en l'air en étant alimentés par un laser de puissance. Par contre, au point de vue sécurité, les petits oiseaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez donc bien entendu aussi des développements importants pour les vols en formation. Donc là, c'est un festival de créativité pour développer l'intelligence artificielle, et ainsi de suite. Tout ça, ça resservira certainement pour les véhicules connectés, les véhicules autonomes. Et le gros problème, j'ai mis en rouge, c'est là qu'on attend la solution miracle, la source d'énergie. La source d'énergie la plus forte énergie massique. Pour l'instant, les batteries lithium-ion ont une bonne fiabilité, ce n'est pas trop cher, tout ce qu'on veut. Par contre, 30 minutes, c'est terminé. Et les piles à combustible, ça existe, mais c'est encore un peu du bricolage pour moi. Et donc, s'il y a des inventeurs géniaux pour inventer la source d'énergie idéale, il gagnera son gros lot. Bien entendu, on cherche à faire des drones plus gros pour porter des passagers, ainsi de suite. Maintenant, c'est bien gentil de capter plein de données. Maintenant, on fait du dépouillement par intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait encore? Dans le drone loisir surtout, on voit maintenant des drones étanches qui permettent de faire des trajets sous-marins et des trajets aériens. Et ça, c'est un service qui est imaginé depuis longtemps, mais qui a peine à décoller, au propre figuré,
parce qu'il y a des problèmes législatifs, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si vous avez une livraison qui vous tombe sur le nez, si quelqu'un vous la vole, les couloirs aériens, la sécurité. Donc, il y a un nouveau service, je crois savoir qui marche bien, c'est la livraison de sang dans les pays africains. Ça marche, les drones, pour ça. Alors, les sources d'informations sur les drones, je vous dis, il y en a énormément. Et à la limite, la difficulté, c'est de digérer toutes les informations. Enfin, je vous recommande quand même l'ETH, hein, où on vous explique un tas de choses. Vous avez un site internet en anglais qui donne des nouvelles sur les drones. Vous avez l'équivalent en français, c'est Aerocosmos, c'est gratuit, donc il ne faut pas hésiter. Et puis aussi, je rends hommage à, alors je ne sais pas qui tient ça, si c'est le CNRS ou quelqu'un d'autre, je rends hommage quand même à ce site-là, HAL, Archives ouvertes, où vous avez une énorme quantité de thèses qui comprennent notamment les travaux sur les drones, et j'ai appris beaucoup de choses en les lisant. Et vous avez aussi les fiches techniques des fabricants, et je n'ai pas voulu trop regarder les brevets d'invention, parce que les brevets d'invention donnent pas mal de renseignements techniques, mais c'est extrêmement chronophage, et je vais laisser tomber. Mais sachez que pour trouver les informations ultimes sur savoir comment ça marche, eh bien, il faut consulter les brevets, ils sont en libre accès. Par contre, il faut prendre un temps fou pour les lire, les comprendre, et ainsi de suite. Voilà, et je termine par les acronymes utilisés dans le domaine des drones. Bien, j'ai dépassé un petit peu le temps, mais je vais rendre la parole à Hervé, qui va nous projeter le spectacle de Raffaello d'Andrea, où vous verrez donc des performances assez intéressantes dans le domaine de l'équilibrisme. Bien, alors là, nous voyons donc ce fameux inventeur génial, donc Raffaello d'Andrea, qui est quand même professeur de physique et de robotique à l'ETH de Zurich, et qui se diversifie dans le spectacle carrément. Et donc là, il vous fait des démonstrations de qualité, de stabilité, de vol de drones. Donc vous l'avez vu, il lance les drones en l'air et ils retombent sur leurs pieds exactement comme un chat. Hein, exactement comme un chat. Et il faut voir quand même, ce n'est pas des drones tout à fait ordinaires. Donc là, on le voit en train de poser une tige verticale sur un drone, et vous voyez que l'extrémité de la tige verticale est munie d'un réflecteur de façon à améliorer le positionnement. Parce que c'est assez compliqué son affaire, c'est-à-dire que le drone est repéré en permanence par des caméras externes, et tout ça c'est envoyé sur carrément une unité de calcul qui envoie les informations de positionnement au drone. Donc ce n'est pas un drone autonome, c'est un drone qui est piloté de l'extérieur. Et donc là, vous voyez quelque chose d'assez intéressant, c'est un système exactement comme on voit sur les consoles Wii pour diriger le drone. Donc le drone voit la position de la commande et ça servit dessus. Donc là, on voit quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un verre d'eau posé sur le drone. Et vous allez voir, le drone va virevolter dans tous les sens et le verre va rester parfaitement stable. Ça, c'est remarquable. Hein. Remarquable, vous allez voir ça. Donc le drone, il est là. Allez, voilà. Donc là, on est parti sur autre chose. On est parti sur autre chose. Donc c'est Attendez, j'ai perdu un petit peu le fil parce que la prise de vue n'est pas très bonne. Alors, voilà. Non, le verre est toujours sur le drone. Ouais, donc le verre est toujours là. Donc, normalement, on aurait dû voir le drone aller dans tous les sens. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Voilà. Donc, comme vous voyez, là, le drone, il ne fait quand même pas du vol sur le dos, il ne faut pas y gérer. Mais à un moment, il fait des virages pratiquement à 90 degrés et vous voyez que le verre reste parfaitement stable. Et il n'y a pas de trucage. Hein, il n'y a pas de trucage. Ça, je fais confiance à Raffaello d'Andrea. Là, c'est assez marrant. Il s'amuse à couper les ailes de l'oiseau. Donc, il coupe deux hélices et il montre que le drone a un fonctionnement dégradé. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on aurait pu penser que le drone allait se casser la figure. Ben non, il continue à fonctionner, sauf qu'il y a un degré de liberté qui n'est plus maîtrisé, et il tourne sur lui-même, à une vitesse folle. Déjà, c'est remarquable que le drone continue à fonctionner. Donc là, la vidéo n'est pas trop bien projetée parce que normalement, on devrait voir le drone tourner à toute vitesse sur lui-même. Mais c'est ce qu'on devrait voir. Hein. Donc le drone devrait tourner à toute vitesse sur lui-même. Là, qu'est-ce qu'il va nous montrer ? Ah oui, alors ce qu'il va nous montrer, c'est le drone qui envoie la balle. Donc, il y a un asservissement assez chiadé
qui permet de voir la trajectoire de la balle et qui donne les ordres au drone pour présenter une raquette de façon à renvoyer la balle à l'envoyeur. Donc, c'est remarquable cette affaire-là. Hein. Donc, on ne l'envoie pas très bien, mais le drone renvoie, est comme un partenaire. Hein, et donc, il renvoie la balle à l'envoyeur. Et ça marche très, très bien. Tout ça grâce à des algorithmes et un système de positionnement en vol très performant qui ne fait pas appel du tout, bien sûr, au GPS. Donc là, vous voyez carrément le drone qui est envoyé par une coopération entre trois drones. Trois drones ensemble sont coordonnés pour renvoyer une balle sur Raffaello d'Andrea. Là, c'est pas mal. Vous avez un capteur de position qui interprète les mouvements donc, du prestidigitateur et donc le drone reproduit les mouvements. En quelque sorte, on va dire que le drone obéit au doigt et à l'œil grâce à un capteur de mouvement. Voilà. Et en dernier lieu, l'expérience qui va être présentée, c'est qu'avec les drones, on peut modifier tous les paramètres, y compris le paramètre de gravité. Et donc, ce qui est la dernière expérience qui est montrée, c'est qu'au tout départ, la gravité est celle de la planète Pluton. Et donc Raffaello va lancer les drones vers la verticale et ils vont redescendre lentement. Et puis, progressivement, la gravité va augmenter. Et vous verrez que la chute est tellement rapide que Raffaello n'arrive plus à maîtriser la chute. Vous allez voir. Bon, vous nous excuserez, mais la vidéo ne se déroule pas très bien. Elle est un peu saccadée. Hein. Mais bon, de toute façon, j'ai mis les liens dans la présentation, donc vous pouvez les revoir vous-même chez vous, en tout, avec tout le confort. Et pourtant, Hervé est équipé d'une liaison à fibre, mais malheureusement, on a passé énormément de temps à essayer d'optimiser, mais ce n'est pas terrible, la vidéo. Bon, ben voilà. Et donc, j'estime que la présentation que j'avais à faire est terminée. On a pu présenter la vidéo, donc pas très bonnes conditions, mais enfin quand même.